C'était le 10 avril 1912. Richard venait de partir de Southampton en Angleterre à bord du navire le plus célèbre de l'époque, surnommé l'Insubmersible. Comme il venait d'assister à une quasi-collision avec le SS City of New York, il décida d'écrire à sa femme pour lui raconter cet incident effrayant. « Ma très chère Sal, nous nous en sommes sortis hier après beaucoup de difficultés. » Il était loin de se douter qu'à peine 4 jours plus tard, sa plume et le bateau sur lequel il se trouvait seraient perdus à jamais au fond de l'océan Atlantique Nord. Était-ce là une sorte de mauvais présage? Richard a-t-il pressenti ce qui allait se passer à bord? Au cas où tu ne l'aurais pas encore compris, Monsieur Richard Geddes était à bord du Titanic le jour où il a écrit cette lettre à sa femme. Le 14 avril 1912, le navire semblait perdu à jamais. Avec lui, de nombreux secrets et trésors se sont déposés au fond de l'océan. Il a fallu attendre 1985 pour que l'épave du Titanic soit enfin redécouverte grâce à une technologie sonar de pointe. Depuis, les scientifiques ont réussi à récupérer des milliers d'objets dans le bateau naufragé et un grand nombre d'entre eux ont été exposés ou vendus aux enchères. Par exemple, des bijoux, un gilet de sauvetage, un menu de restaurant du navire et même un morceau de moquette d'une cabine de première classe. Tous ces objets ont captivé l'attention du public, comme les diverses histoires des personnes à bord. Les scientifiques ont même cherché à remonter entièrement le Titanic afin de l'étudier convenablement et faire en sorte qu'il ne s'abîme pas davantage. Certains ont suggéré de remplir l'épave de balles de ping-pong pour qu'elle flotte jusqu'à la surface, et d'autres ont même envisagé d'injecter 180 000 tonnes de vaseline dans sa carcasse. Une autre stratégie envisagée consistait à utiliser quelques 450 000 tonnes d'azote liquide afin de piéger le vaisseau dans une sorte d'iceberg artificiel qui le ferait alors remonter par lui-même jusqu'à la surface. Mais toutes ces stratégies ont finalement dû être abandonnées, l'épave étant bien trop fragile pour être récupérée ainsi. Le Titanic est peut-être l'un des navires naufragés les plus intéressants. En tout cas, le plus célèbre. Mais les plongeurs en eau profonde ont encore beaucoup d'autres histoires à nous rapporter. Il arrive que parfois des avions se retrouvent au fond de l'océan. Des plongeurs qui exploraient les environs de l'île d'Oahu, dans l'archipel de Hawaï, sont tombés sur l'épave d'un avion F-4U Corsair. Il semble qu'il se soit écrasé dans l'océan en 1946 en raison d'un manque de carburant. Si tu pouvais plonger assez profondément, tu pourrais même tomber sur des statues et des objets disparus depuis très longtemps. Par exemple, les vestiges du seul parc archéologique sous-marin du monde au large de la côte de Naples, en Italie. On y trouve les ruines de l'ancienne ville romaine de Bayès. Les statues sous-marines qu'on peut y découvrir sont à couper le souffle, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans une tournure plutôt ironique des événements, une partie de l'équipement que nous comptions utiliser pour nous rendre sur la Lune a été perdue au fond de la mer pendant de longues années. Mais comment cela a-t-il bien pu arriver? À partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 70, de nombreuses fusées Apollo ont été lancées en orbite autour de la Terre et de la Lune. Lorsque le véhicule spatial atteignait une altitude d'environ 61 km, son premier étage, comprenant les moteurs, se séparait du corps principal. On pensait alors que ses composants étaient détruits ou perdus à jamais. Vraiment? En 2012, une équipe de spécialistes a découvert un ensemble de moteurs de fusées à 4 km au large des côtes de la Floride. Après 2 ans de restauration, ils ont été confiés au musée de l'aviation de Seattle qui les expose au public. Peux-tu t'imaginer une ville entière plongée sous l'eau? En 2001, une telle ville a été découverte dans le golfe de Cambay, au large des côtes indiennes. Certains archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville de l'histoire. Pour comparaison, elle fait presque la taille de Manhattan et est constituée de murs massifs et de grandes places. Les plongeurs ont découvert des fragments de sculptures, des œuvres d'art et même ce qui semblait être d'anciens meubles en bois, vieux de 9500 ans, soit 5000 ans de plus que tout ce qu'on a pu trouver jusqu'ici. Ok, et maintenant, pourquoi pas une rivière sous-marine? Je ne peux même pas imaginer à quoi cela ressemblerait, mais des plongeurs affirment en avoir vu au sud de Tulum, au Mexique. Est-ce réellement possible? Eh bien, pas vraiment. Car le cénote Angelita n'est pas une véritable rivière, mais un type très spécial d'illusion d'optique. Formé par une halocline, c'est-à-dire un nuage de sulfure d'hydrogène présent au fond de cette grotte sous-marine. Mais il se trouve que tu peux nager à travers ce nuage, ce qui te donnera l'impression de te déplacer dans une masse d'eau en mouvement. On ne trouve pas seulement des objets inanimés sous l'eau. Certaines découvertes concernent également des créatures marines plutôt effrayantes. Tu aimerais probablement éviter les méduses si tu ne raffoles pas des piqûres.
Mais cette méduse géante, également connue sous le nom de méduse à crinière de lion, est la plus grande de son genre d'après ce que nous savons. En toute justice, tu ne tomberas dessus que si tu plonges dans les eaux des océans Arctique, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Tu ne pourras pas la rater, car elle mesure 36 mètres de long avec ses tentacules. Ceux qui pratiquent la plongée en eau profonde sont nombreux à rêver de découvrir un jour un trésor perdu. Un plongeur a touché le jackpot lorsqu'il est tombé sur un trésor d'une valeur de près d'1 million de dollars au fond de la mer. C'était en 2015. Ce plongeur chanceux nageait juste au large des côtes de la Floride. Qu'a-t-il trouvé ? Eh bien, environ 51 pièces d'or, 12 mètres de chaîne en or et une pièce unique et rare qui avait été taillée spécialement pour le roi d'Espagne, Philippe V. En parlant de trésors perdus, il est arrivé aussi que des plongeurs trouvent des bateaux pirates. Ils ont découvert l'une de ces épaves en 2015, au large de la côte colombienne, datant du XVIIIe siècle. La valeur de ce navire disparu a été estimée entre 4 et 17 milliards de dollars, car il contenait des richesses, des pierres précieuses, de l'or et d'innombrables d'autres objets de grande valeur. En comparaison, il y a une île entière dans les Bahamas qui est à vendre pour 75 millions de dollars. Un ordinateur est la dernière chose que tu t'attendrais à découvrir sous l'eau, n'est-ce pas ? Et s'il ne s'agissait pas d'un ordinateur ordinaire, mais d'un ordinateur ancien ? Un plongeur l'a découvert par hasard entre 1900 et 1901, sur le lieu d'un naufrage situé au large d'une île grecque. Les chercheurs pensent que cet étrange engin en pierre est la forme la plus ancienne d'un ordinateur. Il a été conçu à de nombreuses fins, notamment pour prédire les positions astronomiques ainsi que les éclipses sur le calendrier. Comme l'humanité a perdu la plupart des technologies de cette époque, il est incroyable que l'on soit tombé sur cet objet après des siècles. Cela nous a permis d'en apprendre beaucoup sur les Grecs de l'Antiquité. L'ordinateur se trouve maintenant au Musée archéologique national d'Athènes, si jamais tu voudrais le voir en personne. Ceci doit être l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. On l'appelle la fosse des Mariannes, et c'est la zone la plus profonde de tous les océans. Nous ne connaissons pas sa profondeur exacte, car il est très difficile de la mesurer, mais elle devrait faire environ 11 km et être 5 fois plus longue que le Grand Canyon. Des scientifiques ont étudié pour la première fois cet énorme trou en 1875 à l'aide d'une corde lestée. En 2012, le réalisateur canadien James Cameron a atteint le fond de la fosse à bord du submersible Deep Sea Challenger. Certaines des créatures les plus étranges de la planète vivent dans cet endroit, notamment la pieuvre Dumbo, le concombre de mer et le requin lutin. La fosse des Mariannes tient son nom des îles voisines, elle-même nommée Las Marianas en l'honneur de la reine espagnole Marianne d'Autriche. Imagine que tu as 15 ans et que tu en as assez de jouer à des jeux vidéo. À la place, pour passer le temps, tu décides d'accorder un peu d'attention à tes vieux hobbies. Retrouver des cités mayas perdues. Tu as entendu dire que certaines civilisations anciennes auraient construit des villes entières en se basant sur les constellations. Alors, tu décides de vérifier si cela est vrai pour les Mayas. Tu trouves un livre contenant toutes les constellations que la civilisation maya croyait exister. Tu ouvres Google Maps et tu cartographies toutes les anciennes villes mayas découvertes à ce jour. Tu commences à voir que ces informations correspondent réellement. Les plus grandes villes mayas anciennes correspondent aux étoiles les plus grandes et les plus brillantes des constellations mayas. Ok, ça devient intéressant. Tu as réussi à cartographier plus de 100 villes anciennes quand tu remarques soudain quelque chose d'étrange. Il y a une zone dans la péninsule du Yucatan au Mexique où les archéologues ont mis à jour 2 cités mayas. Mais sur la carte des constellations, il y a 3 étoiles. Cela pourrait-il signifier qu'il y a une ville perdue depuis longtemps qui attend d'être découverte ? Tu pourrais trouver ça très naïf. Mais l'histoire est vraie. Elle est arrivée à un adolescent canadien nommé William Gadouri. Ce garçon est connu comme un génie des sciences et a même remporté un prix pour la théorie des constellations que nous venons de présenter. Lorsqu'il a remarqué qu'il manquait une 3e ville dans la 23e constellation qu'il examinait, il a commencé à parcourir Internet, à la recherche de photos satellites qui pourraient l'aider à résoudre ce mystère. Il a examiné des images de la NASA, de la JAXA, une société de satellites basée au Japon, et de Google Earth. Ces images étaient encore insuffisantes pour répondre à ces questions. Alors il a contacté un ami au sein de l'agence spatiale canadienne.
Son ami lui a fourni des images satellites à la pointe de la technologie qui lui ont donné la réponse qu'il cherchait. D'après les images, il y a une grande zone carrée, juste à la frontière du Mexique et du Belize, qui ressemble au reste d'une cité. William a montré les images à un expert en télédétection, le docteur Armand Larocque, de l'Université du Nouveau-Brunswick. Ils ont étudié les images en profondeur et ont conclu que la zone pourrait abriter 30 bâtiments et même une grande pyramide. La communauté scientifique et archéologique a été exaltée par la trouvaille de cet adolescent de 15 ans. Cela pourrait-il être vrai? D'abord, un peu de remise en contexte. Les villes mayas perdues ont commencé à être redécouvertes au milieu du XXe siècle. Depuis, on a trouvé des ruines de villes comme Tikal, Palenque et Uxmal. Les Mayas étaient l'une des grandes civilisations précolombiennes vivant sur le continent américain. Ils ont commencé à s'installer dans la région dès 1500 avant Jésus-Christ. Les experts pensent qu'à son apogée, la civilisation maya comptait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ce qui était énorme à l'époque, et leur ville était plutôt intéressante. Leur civilisation s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, au Guatemala et au Belize. Ils survivaient principalement grâce à l'agriculture, ayant développé un système d'irrigation complexe dans la plupart de leurs villes. Ils ont construit une série de bâtiments cérémoniels, de pyramides, des places et même des terrains pour les jeux de balles. Les Mayas étaient de fervents bâtisseurs de pyramides, mais ils ont aussi développé un système astronomique avancé. Avec la technologie ancienne dont ils disposaient, ils ont pu prédire l'emplacement exact de planètes comme Vénus et Mars. Et ils ont pu prévoir les dates exactes des éclipses. C'est pourquoi la méthodologie utilisée par William pour découvrir cette ville maya perdue depuis longtemps était inhabituelle, mais pas complètement aberrante. Les Mayas étant des astronomes compétents, il ne serait pas trop étrange qu'ils aient construit leur grande prouesse architecturale en fonction du ciel, n'est-ce pas? Et ils ne seraient pas les premiers à l'avoir fait. Une célèbre frange de l'égyptologie se consacre à étudier comment les pyramides de Gizeh ont été construites en parfait alignement avec la constellation d'Orion. Cela signifie que chaque pyramide a été construite à dessein pour s'aligner avec l'une des étoiles majeures de la ceinture d'Orion. William affirme qu'il a eu l'idée de regarder les constellations mayas parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les Mayas avaient construit leurs villes là où ils les avaient construites. La plupart des grandes villes, comme Chichén Itzá et Uxmal, ne sont pas proches de rivières ou de plans d'eau importants. Au lieu de cela, elles sont construites sur des terres pauvres et au sommet de montagnes, ce qui a déconcerté le jeune homme de 15 ans. Il a ensuite pensé que cela pouvait avoir un rapport avec l'astronomie. William a nommé la nouvelle ville qu'il a découverte Bouche de Feu, et il a même gagné un prix du mérite pour son travail acharné. Cependant, sa théorie a été très contestée au sein de la communauté archéologique, et de nombreux experts mayas ont travaillé à démentir les découvertes de William. Certains archéologues affirment que les théories des constellations sont trop peu scientifiques. Anthony Aveni, un anthropologue et astronome renommé, a qualifié la méthodologie de William d'acte d'imagination créative. Il a expliqué qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr de ce qu'étaient réellement les constellations mayas, tout cela n'étant que purement hypothétique. Un autre spécialiste qui a démystifié les découvertes de William est le mayaniste David Stuart, qui a déclaré que l'objet identifié sur l'imagerie satellite n'est rien d'autre qu'un vieux champ de maïs. Son affirmation a été soutenue par une expédition qui a eu lieu près de la zone en 2021, lorsque les archéologues présents ont signalé qu'il n'y avait rien du tout dans cette zone. Malgré tout, un garçon de 15 ans a presque trouvé une ville maya perdue depuis longtemps, ce qui en soi est assez admirable. Des techniques similaires à celles utilisées par William sont d'ailleurs désormais utilisées pour déterrer des civilisations perdues dans le monde entier. Selon l'archéologue spatial Sarah Parcak, l'imagerie satellite a joué un rôle clé dans la découverte de villes anciennes en Égypte et dans d'autres endroits. Sarah Parcak elle-même passe la plupart de ses journées à parcourir les images à la recherche du moindre signe d'endroit où il aurait pu y avoir des villes il y a longtemps. Ce qui se passe, explique-t-elle, c'est que chaque fois qu'on a quelque chose d'enterré, il va être recouvert soit par la végétation, la terre ou le sable, soit par une autre construction moderne par-dessus. Pour évaluer s'il y a quelque chose de caché sous de grandes voûtes de végétation, elle utilise notamment la technologie infrarouge. Une grande découverte récente au Brésil a été faite de manière similaire. L'imagerie satellite a détecté un réseau de tranchées datant de l'an 200 à 1200 de notre ère. Celle-ci suggère des établissements qui auraient pu faire vivre environ 60 000 personnes.
Dans ce cas, l'imagerie satellite correspondait bien à ce qui se trouvait au sol. Les chercheurs de l'Université de Floride ont trouvé plusieurs monticules accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont également trouvé des vestiges de murs soigneusement conçus, centrés autour de places, tout comme le type de construction réalisé par les anciens Mayas. Les progrès de la technologie satellite ont également permis de jeter un nouvel éclairage sur d'anciennes cités mayas découvertes depuis longtemps, comme Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, elle était comparable en importance à des villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Elle est composée d'une série de monuments complexes, dont beaucoup sont censés avoir été les lieux de repos des rois et des chefs. Tikal est déjà connue pour avoir été grande, mais des découvertes récentes montrent qu'elle pourrait avoir été 3 fois plus grande que ce que les scientifiques croyaient à l'origine. La principale découverte concerne une fortification à la périphérie de la ville, qui indique à quel point la ville originale s'étendait. Et de nouvelles découvertes ont encore lieu. En 2017, les chercheurs ont déterré de nouveaux indices concernant les causes potentielles du déclin de la civilisation maya. En utilisant les données d'un site à Ceibal, situé à environ 100 km au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé les données de radiocarbone, de céramique et de fouilles archéologiques pour extraire de nouvelles informations sur la disparition soudaine de cette grande civilisation. Les informations montrent qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas ont probablement décliné par vagues d'instabilité sociale et de crise politique. On pense que ces événements ont affaibli les centres-villes des Mayas et ont commencé à provoquer la dispersion de la population. Alors, prêt à endosser ton costume d'aventurier pour aller découvrir des ruines anciennes ? Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ? La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine.
Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens. Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne, c'est alors que l'archéologue Frank Goddio et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléion a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition.
Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléion était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléion a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléion. Avant la renommée de celle-ci, Héracléion était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléion ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléion a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc. C'était autrefois l'une des cités les plus prospères. Et elle présentait des caractéristiques impensables pour d'autres lieux de l'âge du bronze, comme des systèmes de canalisation et une architecture complexe. Pour autant, elle n'est pas devenue célèbre. Ce qui est plus mystérieux encore, c'est qu'elle a même fini par être abandonnée. Mohenjo-Daro était une ville florissante de la civilisation de la vallée de l'Indus pendant l'âge du bronze. Elle comptait pas moins de 40 000 habitants et n'avait pas grand-chose à envier à la Mésopotamie et à l'Égypte en termes de caractéristiques sociales, culturelles et économiques. Toutefois, elle demeure moins connue que des villes plus célèbres de ces régions, comme Babylone ou Memphis. Elle a finalement été abandonnée vers 1700 avant notre ère. Et la raison de cet abandon et le sort de ses habitants restent encore inconnus à ce jour. C'est en 1911 que des archéologues ont découvert l'ancienne cité de Mohenjo-Daro, après avoir entendu parler de structures inhabituelles dans la région. Cependant, les autorités indiennes n'ont pas accédé à leur requête, prétextant qu'elle n'avait aucune signification historique, et le site est donc resté intact pendant encore plusieurs années. Ce n'est qu'en 1922 qu'un spécialiste a pensé avoir retrouvé un monument enterré sur place. Cela a conduit à des fouilles de grande ampleur et à la promotion de Mohenjo-Daro au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Les vestiges découverts nous ont montré que Mohenjo-Daro était une ville incroyablement moderne pour l'époque. Elle est aujourd'hui considérée comme la mieux préservée des ruines harapéennes. L'une des caractéristiques les plus saisissantes de Mohenjo-Daro était son système d'assainissement avancé. Contrairement à l'Égypte et à la Mésopotamie, où de tels aménagements n'étaient réservés qu'aux riches, Mohenjo-Daro disposait de toilettes cachées et d'égouts souterrains dans toute la ville. Les fouilles ont ainsi mis à jour plus de 700 puits, ainsi que des bains privés et un grand bain communal. Fait remarquable, même les maisons particulières avaient leurs propres toilettes, et les déchets étaient efficacement éliminés par le système d'égouts qui sillonnait la ville. Les habitants de Mohenjo-Daro étaient particulièrement soucieux de leur environnement. Comme la ville était située près du fleuve Indus, ils ont érigé de solides défenses contre les inondations en utilisant un ingénieux système de digues. Au fil des siècles, ils ont confectionné des poteries, des bijoux, des figurines et d'autres objets magnifiques, lesquels étaient échangés aussi loin que la Mésopotamie et l'actuel sultanat d'Oman. Les archéologues ont noté l'utilisation de matériaux de construction standardisés dans cette ancienne cité.
quoique ses habitants n'aient pas disposé des machines nécessaires à l'époque. Surprenamment, toutes les briques y étaient quasiment identiques. Cela témoigne d'une grande attention aux détails dans la conception de la ville, car l'utilisation de briques homogènes engendre une certaine élégance. Les personnes vivant dans cette région employèrent l'écriture de l'Indus pour communiquer entre elles. Cet alphabet mystérieux pourrait être la clé permettant de dévoiler davantage de secrets de Mohenjo-Daro. C'était une langue qui utilisait des symboles au lieu de lettres et avait plus de 400 signes. Le problème, c'est que nous essayons toujours de la comprendre. Le mystère de CE qui a bien pu causer la fin de la civilisation harapéenne et de Mohenjo-Daro demeure irrésolu. Certains archéologues suggèrent que le fleuve Indus aurait pu changer de cours, ce qui aurait dévasté les cultures si l'eau était soudainement trop présente dans la ville. Cependant, il n'y a aucune preuve que des inondations aient impacté la région, ou qu'elle ait été brutalement abandonnée d'un seul coup. Le changement de cours du fleuve n'aurait pas suffi à faire disparaître toute la civilisation de l'Indus. Mohenjo-Daro n'est pas la seule cité perdue des civilisations orientales. Par exemple, l'île de Ross était autrefois connue comme le Paris de l'Orient, en raison de son architecture impressionnante et de ses jardins. Toutefois, l'île n'est aujourd'hui plus que l'ombre de son glorieux passé, et ses bâtiments sont envahis par les racines des arbres et les lianes. Situé à 3 km au large de Port Blair en Inde, ce petit territoire servait initialement de colonie pénitentiaire, mais est ensuite devenu une station balnéaire luxueuse. Après la fermeture du complexe en 1937, un tremblement de terre a encore endommagé l'île, et elle est devenue inhabitable. Aujourd'hui, elle est gérée par le gouvernement indien et attire les touristes intéressés par l'exploration de cités abandonnées. Une autre cité perdue est celle de Kolmanskop, une ville fantôme située en Namibie, et qui abrite encore des vestiges d'architecture allemande. Autrefois destination de prisée au début du XXe siècle, elle a été colonisée par des travailleurs allemands en quête de diamants. La ville offrait des commodités telles qu'une salle de bal, un hôpital et même une piste de bowling. Cependant, cet engouement a commencé à décliner à la fin des années 1910, lorsqu'un autre gisement de diamants a été découvert à proximité. La plupart des habitants sont partis en quête de fortune, laissant les bâtiments derrière eux. Le climat chaud et l'aridité ont préservé ces structures au fil du temps. Et les touristes peuvent désormais visiter cette ville fantôme du désert depuis la ville voisine de Lüderitz. L'île de Hashima nous rappelle la façon dont la nature reprend ses droits lorsque les humains s'en vont. Elle a d'ailleurs figuré dans un film de James Bond en raison de son atmosphère irréelle. L'île a été initialement inaugurée en 1881 pour l'exploitation minière sous-marine du charbon et la population de l'île a atteint un pic de 5000 personnes en 1959. Malheureusement, les mines ont fermé dans les années 70 et les gens ont lentement commencé à déserter l'île, l'abandonnant complètement en l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, c'est une destination touristique populaire dont les visiteurs explorent les maisons désertées, les piscines, les magasins et les usines. La découverte d'or en 1862 dans un ruisseau proche de Bannack, dans le Montana, a fait passer la population de la ville de quelques centaines à plusieurs milliers en quelques années. Hélas, cette expansion rapide a été suivie d'un déclin tout aussi rapide, car davantage d'or a été découvert dans d'autres régions à proximité. En conséquence, Bannack est finalement devenue la première capitale du Montana, mais n'a conservé ce titre que moins d'1 an avant d'être remplacé par Virginia City. L'État du Montana a plus tard acquis la plupart de ces territoires en 1954 et les a transformés en parc national. L'ancienne cité de Petra, située en Jordanie, est fascinante car elle est à moitié construite et à moitié taillée dans la roche et encerclée de montagnes. Aujourd'hui, c'est une destination touristique de choix, mais à un moment donné, elle a également été abandonnée. De nombreux facteurs ont contribué à son déclin, comme une mauvaise gestion et des changements dans les flux commerciaux. Les catastrophes naturelles n'ont pas aidé non plus. Cette ville a subi de nombreux tremblements de terre qui ont dévasté ses constructions et endommagé ses systèmes d'irrigation. Comme les gens n'avaient plus d'endroit où vivre, plus d'eau et plus rien à échanger pour gagner leur vie, ils ont fini par déménager vers des lieux plus propices.
Cette cité est restée cachée pendant près de 500 ans jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. La plupart des touristes qui se rendent à Santorin ignorent que l'île abrite les vestiges de l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire, celle de Terra. Cette catastrophe s'est produite il y a environ 3600 ans. Akrotiri, l'une des villes de l'époque, a été ensevelie sous l'éruption. Contrairement à Pompéi, cependant, aucun reste humain n'y a été retrouvé, laissant supposer que les gens ont eu suffisamment de temps pour fuir le volcan avant son éruption. Henry Ford, le célèbre industriel américain, a créé la Ford Motor Company en 1903. Puis, en 1927, il a commencé à travailler sur un grand projet, Fordlandia. Son objectif était de construire une immense plantation de caoutchoutier près de la rivière Tapajós au Brésil, pour fournir un approvisionnement régulier en caoutchouc destiné aux PNE de ses voitures. Son idée était de faire de la ville un petit paradis, avec des piscines, des terrains de golf, des bungalows et même des sessions hebdomadaires de quadrilles. Malheureusement, les arbres de la plantation ont rapidement été infestés par un champignon, faisant échouer le projet. Ford a investi la somme astronomique de 20 millions de dollars dans cette entreprise, mais il n'a jamais été en mesure de produire le caoutchouc nécessaire. Il a donc revendu cette terre au gouvernement brésilien en 1945. Les bâtiments qui ont été construits sont toujours là, bien que la nature y ait repris ses droits et qu'ils ne soient plus visités que par des touristes. Sky City est une zone résidentielle située dans la banlieue chinoise de Hangzhou. Elle a été construite en 2007 et était destinée à devenir une véritable réplique de Paris. La ville a même sa propre tour Eiffel, ainsi que des copies d'autres monuments emblématiques tels que l'Opéra Garnier et les Champs-Élysées. Elle dispose également de villas et d'appartements luxueux, d'un lac artificiel, de jardins et de parcs. Malgré ses grands projets, elle est presque complètement abandonnée. Personne ne veut y vivre car elle coûte beaucoup trop cher. C'est toutefois un endroit plutôt agréable pour les locaux qui souhaitent prendre quelques photos. Des fois qu'ils voudraient faire croire à leurs amis qu'ils viennent d'atterrir dans la capitale française. Bienvenue à Evercity. Cette mégalopole est construite à l'intérieur d'une montagne relativement jeune. L'Everest n'a qu'environ 55 millions d'années, mais c'est déjà la plus haute montagne du monde, 9000 mètres. Imagine la Statue de la Liberté. Imagine maintenant qu'elle a 83 frères et sœurs jumeaux, et qu'ils se tiennent tous les uns au-dessus des autres. À l'époque, pour y parvenir, il fallait passer de sérieux tests de conditionnement physique, s'entraîner pendant des mois, être en parfaite santé et dépenser beaucoup d'argent. Oh, et surtout, être un peu fou. Maintenant que le mont Everest a été transformé en ville, tu n'as plus besoin de tout ça, excepté de l'argent, car les appartements ici ne sont pas vraiment donnés. Il est facile de se déplacer dans Evercity. En fait, la ville est constituée de 6 cercles. Ça ressemble à un doigt avec 6 anneaux. Le cercle le plus bas et le plus grand est la zone résidentielle. Les plus hauts et les plus petits, vers le haut, sont ceux où vivent les gens les plus riches. En dessous, il y a le cercle de la méditation, puis un cercle pour les hôtels et 2 cercles de pur divertissement. Evercity n'est pas construite comme une ville ordinaire. Tu n'y trouveras pas de grandes maisons ou d'autoroutes à 6 voies. Presque tous les bâtiments sont construits à l'intérieur de la montagne. Au début, les gens construisaient des maisons ordinaires, mais les vents glacés et les avalanches les détruisaient sans cesse. Alors les ingénieurs ont décidé de bâtir des maisons à l'intérieur de la montagne. Celles-ci sont reliées par des tunnels souterrains. Depuis l'intérieur, la montagne ressemble à un système de labyrinthe. L'entrée d'Evercity est située au pied de la montagne. Chaque jour, des centaines de milliers de voitures entrent et sortent de la ville. Il n'y a pas d'usine ou de centrale électrique dans la cité. L'électricité, le gaz, la nourriture, tout vient du monde extérieur. C'est pourquoi tout ce qui se trouve à Evercity est si cher. Les gens veulent garder la montagne couverte de neige, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'usine et autres. Il n'y a presque pas de chauffage dans les maisons. Les gens vivent ici comme ils le font dans des hôtels de glace. Mais il est inutile de se promener en portant un tas de couches. Les designers ont créé des pantalons, des chaussettes et des t-shirts thermiques spéciaux qui se glissent sous tes vêtements habituels. Tout cela, plus un jean et un t-shirt, suffit à te garder bien au chaud. Pour maintenir la fraîcheur de ton visage, ils ont mis au point une crème spéciale. Elle réchauffe et hydrate ta peau et elle a un indice de protection de 100, ce qui correspond à peu près à ce dont tu aurais besoin si tu aimais te promener au sommet de l'Everest.
Envie de t'arrêter dans un café, puis de prendre un cheeseburger double bacon et peut-être une part de gâteau au fromage? Cela te coûtera environ 500 $. Un billet de cinéma revient au moins à 100 $. Et Internet est si cher que tu devrais payer environ 1 $ juste pour regarder cette vidéo. Malgré tout, de plus en plus de gens s'installent à Evercity chaque année. C'est paisible et calme, on se sent en harmonie et en unité avec la nature. Il y a aussi un centre de méditation mondialement connu, situé sur son propre cercle spécial. Des gens du monde entier viennent ici pour rétablir l'harmonie entre leur corps et leur esprit. Mais le plus grand avantage est que tu peux visiter le sommet quand tu veux, comme si c'était ta promenade quotidienne dans le parc. Avant Evercity, il était extrêmement dangereux de conquérir cette montagne. Il y a là-haut 3 fois moins d'oxygène que dans n'importe quelle autre ville. Or, si ton corps ne reçoit pas assez d'oxygène, tu peux avoir de gros problèmes. Les alpinistes avaient l'habitude d'emporter des bouteilles d'oxygène avec eux, ce qui les ralentissait et rendait tout plus compliqué. Il est difficile de se dégager d'une avalanche avec d'énormes bouteilles métalliques sur le dos. Les vents forts sont aussi un gros problème. Au sommet, le vent peut souffler à 160 km/h. Si tu essaies de prendre une photo en sautant, tu seras propulsé dans le vide. Il fait si froid que des stalactites se forment sur tes cheveux et que ta peau se couvre d'une fine croûte de glace. Et quand tu es là-haut, tu as un super pouvoir très spécial et terrible. Un cri puissant peut provoquer une avalanche. Mais maintenant, tout est facile. Pour atteindre le sommet de l'Everest, il suffit de s'asseoir sur une confortable capsule de motoneige. Elle te protégera du mauvais temps et des avalanches. Si la neige est trop abondante, il te suffira d'allumer un puissant chauffage, d'attendre un peu que la neige fonde et de poursuivre ton voyage. Des bouteilles d'oxygène à l'intérieur de la cabine te permettront de respirer normalement. La nouvelle route qui mène au sommet est bien éclairée et il y a des panneaux partout, donc tu ne te perdras jamais. Le seul problème est le trafic. Chaque jour, des milliers de personnes veulent visiter le point le plus élevé de la planète. Il se peut que tu doives faire la queue pendant plusieurs heures. Mais ne t'inquiète pas, toutes les capsules Evercity sont équipées de l'internet haut débit, d'un écran 8K et de consoles de jeux. Et si tu as faim, tu peux toujours commander de la nourriture livrée par la toute dernière IA Robot Mobile des Neiges. Tu es arrivé, alors trouve rapidement une place de parking, laisse ta capsule là et dirige-toi vers la remontée mécanique qui t'emmènera directement au sommet. Il ne te reste plus qu'à mettre un masque à oxygène et à profiter de la vue. Alors que tu es là-haut, tu remarques une publicité qui t'invite à dîner dans le plus haut restaurant du monde, à une trentaine de mètres du sommet. Cela te coûtera environ 10 000 $. C'est tentant, mais tu n'as pas faim. Sens-toi comme le roi du monde. Viens dîner avec nous au Best Food Everest. La pub est plutôt bonne, mais tu te sens déjà comme le roi du monde. Tu hurles de joie et... Malheureusement, tu ne peux pas rester là-haut pour toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace au sommet, donc il ne te laisse qu'une minute pour profiter de la vue. Mais ce n'est pas grave, tu pourras revenir demain. Il y a 2 façons de redescendre de la montagne. Soit tu prends ta capsule et tu rentres en voiture, soit tu prends un snowboard et tu descends. Mais avant de louer des skis ou un snowboard, il faudra montrer ton permis de conduire de l'Everest. Il indique si tu as passé le test spécial de snowboard et de ski. Tu prends un snowboard et tu dévales une piste éclairée. Tu passes devant des maisons qui se dressent juste au-dessous du sommet. C'est là que vivent les gens les plus riches. Ils peuvent sortir par la porte d'entrée et prendre un ascenseur spécial pour aller au sommet. Il faut être milliardaire pour avoir une de ces maisons, mais il y en a plus de 2000 en ce moment. La moitié appartient à des gens des États-Unis et de Chine. Malheureusement, toi, tu habites beaucoup plus bas dans la montagne. Mais cela a aussi ses avantages. Plus tu vis bas, moins tu paies pour la nourriture, les loisirs et l'électricité. Tu glisses vers le centre de méditation. Un système de ventilation spécial achemine l'air directement du sommet de la montagne avec un peu d'oxygène en plus. Tu inspires l'harmonie pure. Les 6 anneaux d'Evercity ont tous une vue à 360 degrés. Et de là-haut, tout ce que tu peux voir, ce sont de paisibles montagnes enneigées, mêlées à des nuages brumeux. Après la méditation, tu te diriges vers les anneaux de divertissement. Il y a de tout. Des cafés, tous les repas imaginables, des spectacles, un bowling, des salles d'arcade, et même une patinoire qui se trouve à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur de la montagne. Il existe différentes salles de sport, mais elles ont toutes une chose en commun, les bains de soleil. Tu t'allonges dans un hamac ou un lit et les rideaux s'écartent au-dessus de ta tête. Le soleil brille à travers les fenêtres scellées et tu reçois une dose complète de la lumière solaire la plus pure sur Terre. Juste 5 minutes et tu es prêt pour le reste de ta journée.
Si tu ne veux plus sortir, tu peux rentrer chez toi par les tunnels. Ils ne sont pas sombres et froids si c'est ce que tu crois. Les tunnels d'Evercity ressemblent à des grottes de glace éclairées par des centaines de lumières. On se croirait dans un conte de fées sous la neige. Après une courte marche, tu arrives à ton appartement. Il est compact mais confortable. Pour économiser de l'argent sur l'électricité, tu as choisi de te passer de réfrigérateur. Pas de problème, tu gardes la nourriture dans une petite boîte juste devant ta fenêtre. La neige la conservera au frais. Grâce à un système de chauffage et de filtration, tu obtiens toute l'eau dont tu as besoin à partir des millions de tonnes de neige de l'Everest. C'est l'eau la plus propre du monde. Le soir, tu descends et tu regardes un film. Il y a un cinéma en plein air au pied de la montagne. La nuit, une énorme machine projette des films directement sur la surface enneigée de la montagne. Tu regardes le film dans des capsules, soit seul, soit en groupe. Un peu comme un drive-in. Quelle expérience! Visitez Evercity à tout moment de l'année. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages. Soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques Nord et Sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans.
et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement ? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai ? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek, au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place ? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite ? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu.
et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements d'épaule. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas ? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation,
car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail.
Il aura fallu 13 milliards 800 millions d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non ? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide ? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte ? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice ? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui,
Elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula
au Mexique, a nécessité 600 ans de travail.